Bonjour et bienvenue à ce 21e numéro de Territoire Éco. Territoire Éco, c'est l'émission dédiée à l'économie azuréenne du groupe Nice Matin, réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur et nos confrères du journal Tribune Côte d'Azur. Avec moi pour présenter cette émission, Agnès Farrugia, journaliste au service économique de Nice Matin. Bonjour Agnès. Bonjour Karine. Et Isabelle Ozias, rédactrice en chef de Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Karine. Et on débute sans plus tarder ce 21e numéro de Territoire Éco avec la grande interview. Alors, on n'a jamais autant parlé intelligence artificielle que ces derniers jours avec le sommet pour l'action sur l'IA qui vient de se terminer à Paris, mais aussi le World Artificial Intelligence Cannes Festival qui débute aujourd'hui. Alors, outre les nombreuses annonces qui ont été faites, ces deux événements ont eu le mérite de positionner l'Europe et la France sur la carte mondiale de l'IA. Bon, pour aborder ce sujet, nous avons invité Christophe Holnet. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, vous êtes investisseur, vous êtes business angel chez Seven2, qui est un important fonds français en capital investissement. Vous coachez les PME, notamment à se développer à l'international. Mais vous avez, tout au long de votre carrière, eu la technologie pour fil conducteur. Vous avez notamment été président Microsoft d'Asie du Sud et de France. Et donc l'innovation et la tech, ça vous connaît. Vous suivez attentivement les avancées en IA, donc ce qui tombe très bien parce que ça va être notre sujet. Alors, avant de vous laisser entre les mains expertes d'Isabelle et d'Agnès, je commence avec une première question. Emmanuel Macron a déclaré lors du sommet pour l'action sur l'IA qu'il aimerait faire de la France la tech pensante européenne de l'intelligence artificielle. Les entreprises qui domineront ces technologies seront parmi les leaders mondiaux de demain, a-t-il déclaré. Alors, comment se présente le réveil français ? Je crois que ce sommet pour l'intelligence artificielle a été un vrai succès. Donc, il faut s'en féliciter. Je pense que c'est quelque chose que Emmanuel Macron sait particulièrement bien faire, notamment un peu dans la lignée de ce qu'il fait avec les Choose France, c'est-à-dire la capacité à faire venir un ensemble de bonnes volontés, d'acteurs prêts à investir et de cristalliser ça dans un moment qui crée une dynamique. Donc de ce point de vue, je pense que c'était très positif, surtout à un moment où il est important de faire prendre conscience de la révolution que représente l'intelligence artificielle, qui va toucher la façon dont on s'éduque, la façon dont on s'informe, la façon dont on travaille, avec des répercussions énormes. Et je pense que de ce point de vue, l'effet médiatique a été très positif dans une prise de conscience nécessaire de toute la société, des enjeux qui sont autour de l'intelligence artificielle. Agnès ? Oui, moi je voulais juste savoir, les 109 milliards d'euros annoncés par Emmanuel Macron, d'où viennent-ils ? La France ne peut pas, elle, investir seule dans ce domaine ? Alors, c'est un très bon point, et c'est vrai que ce qu'on observait depuis quelques mois, c'est une différence énorme entre les investissements qui étaient faits en France, en Europe et les États-Unis. Le fait qu'il ait franchi la barre des 100 milliards, c'était pour lui arriver à 1/5 de Stargate, qui était l'investissement, le montant total d'investissement des 500 milliards annoncés par les Américains. Et comme on est à peu près 1/5 du marché, c'était un marqueur important. Ces 109 milliards, ils viennent d'investissements privés pour l'essentiel, à part peut-être une dizaine de milliards prévus par la BPI. L'essentiel, la moitié est dans un fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis qui s'appelle MGI, qui représente à peu près 50 milliards. Quelques gros fonds d'investissement américains pour une trentaine de milliards. Sachant que l'essentiel de ces investissements va être concentré sur l'infrastructure, parce que l'intelligence artificielle, pour tourner, elle a besoin de beaucoup de serveurs et beaucoup de gros centres de données, ce qu'on appelle des data centers. Et c'est vrai que la France a un avantage concurrentiel avec la qualité et la non-carbonation de son énergie. Et on veut en faire un caractère différenciateur. Et donc, il a beaucoup poussé dans les investissements sur cet aspect infrastructure. Mais n'est-ce pas un peu gênant que soit des entreprises ou des fonds d'investissement étrangers qui investissent en France ? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une économie mondiale et on n'a certainement pas, nous, la capacité surtout avec notre budget à l'heure actuelle, à libérer 100 milliards pour... Et puis je pense pas que ce serait ça. Moi, je pense que le gouvernement, il est là pour organiser un environnement attractif pour les investisseurs. Et à côté de ça, il faut un certain nombre de règles, notamment sur les enjeux de souveraineté. Mais il faut mieux avoir les data centers chez nous, gérés dans nos lois territoriales, plutôt que de dépendre de data centers à l'international. Donc,
de ce point de vue, je pense que c'est bien. Et puis c'est aussi positif de voir qu'on est capable de mobiliser des fonds qui ne sont ni américains ni chinois, parce qu'il y a une vraie bataille géopolitique. Il faut qu'on soit un peu pragmatique, voire un peu cynique, en étant capable de faire jouer des alliances diverses. Justement, on voit bien, c'est pas qu'un enjeu économique, c'est aussi un enjeu géopolitique. Avec l'arrivée du robot conversationnel DeepSeek, qui nous vient de Chine, on a l'impression que l'IA prend un deuxième souffle et que l'Europe pourrait se placer entre les blocs américains et chinois. Mais comment ? Alors, vous avez tout à fait raison. Et DeepSeek, c'est un événement très important qui s'est produit il y a quelques semaines, c'est-à-dire l'annonce par les Chinois d'un modèle beaucoup moins gourmand, à la fois beaucoup moins gourmand dans son entraînement pour arriver pour la mise en œuvre et dans son exploitation. Un rapport de 1 à 20. Donc ça a été un choc. Et d'ailleurs, parce que les Américains étaient dans une dynamique de dire finalement, nous, on a les puces Nvidia, donc les fameuses microprocesseurs, on a les ordinateurs, on a la technologie, et finalement, on va mettre tellement de milliards que personne ne pourra suivre. Donc on était face à une sorte de mur du financement en se disant comment on va pouvoir rivaliser. Et ce qu'a apporté DeepSeek, c'est de se dire, attention, on peut peut-être demain avoir des grands modèles de langage, donc ces systèmes d'exploitation de l'intelligence artificielle, qui soient beaucoup moins gourmands en énergie, beaucoup moins gourmands en capitaux. Et donc c'est une énorme opportunité qui d'ailleurs a été tout à fait prise au sérieux par la bourse, puisque 1000 milliards de valorisation ont été effacés le lendemain essentiellement sur les grands géants de la tech. Donc pour nous, c'est un espoir parce que le produit est open source, on peut tout à fait nous-mêmes développer nos propres systèmes et on pourrait effectivement s'interroger de pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait nous avec notre savoir-faire et nos compétences. En fait, il y avait des pistes en Europe, en France, même ici sur la Côte d'Azur, en ce sens, sur la frugalité de la récolte de data. Et je pense que c'est une bonne leçon parce que plutôt que d'essayer de faire comme les Américains, c'est-à-dire de partir dans cette course effrénée au gigantisme des data centers, on aurait pu réfléchir à une innovation sous contrainte. C'est ce qu'ont fait les Chinois. Ils ont réussi à sortir quelque chose. Et donc, je crois que ça veut dire aussi, et c'est peut-être à mon avis aussi un message plus général pour l'Europe, c'est de ne pas seulement essayer de répliquer ce que font les Américains. On va pas recommencer Quant ou Quero ou ce genre de choses. On a claqué des centaines de millions d'euros finalement ou des dizaines de millions d'euros pour faire des produits qui étaient des vagues copier-coller de ce qui existait en moins bien. Il faut réfléchir à quelle est la vague suivante. Et ce qu'a montré DeepSeek, c'est qu'il y a une vraie révolution, une transformation de la chaîne de valeur autour de l'intelligence artificielle. Est-ce que les modèles de langage très larges, est-ce qu'ils vont pas être commoditisés et perdre de leur spécificité ? Et moi, je crois que oui, et je pense que la valeur va se déplacer vers les usages. Okay. Moi, je voulais parler réglementation. A priori, l'Europe avec l'IA Act entre avec la réglementation. Est-ce que ce ne sera pas être un frein à l'innovation ? Alors ça, c'est un débat. Je dirais que aujourd'hui, on avait pris du retard sans avoir l'IA Act. Donc je pense que c'est toujours, on aime bien prendre le bouc émissaire européen plutôt que de se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas fait DeepSeek nous-mêmes. Ceci étant, je pense qu'il y a eu un gros débat hier et on a vu ces tensions géopolitiques puisque finalement les Américains et les Anglais, mais surtout les Américains, n'ont pas signé le communiqué final. Et c'était assez rare dans l'administration de Trump précédent. Ils signaient et puis ils se dédiaient dans l'avion du retour. Là, ils sont venus avec vraiment une volonté extrêmement affirmée, presque agressive, en disant, en refusant de signer et en voulant en fait imposer un modèle de développement, notamment par exemple sur la liberté d'expression ou ce genre de choses, à l'Europe. Et face à ça, il faut qu'on réagisse. Ou alors, on rentre dans un monde où tous les accords multilatéraux vont exploser. Et c'est la loi du plus fort. Donc les Américains n'auront plus d'alliés, mais des vassaux. Donc soit on va vers ce destin de vassal des États-Unis, soit on est capable de réagir. Et la réaction, elle doit être au niveau européen. Il faut arrêter avec cette souveraineté française. La souveraineté, la bonne échelle de souveraineté, c'est l'échelle européenne. Et de ce point de vue, il y a quand même eu des signes intéressants dans le sommet pour l'IA, avec cette initiative des champions de l'Union européenne pour l'intelligence artificielle, en anglais c'est AI EU Champions Initiative, et donc qui est très intéressante parce que elle a mobilisé des acteurs Airbus, Siemens, des acteurs européens autour du développement de nouvelles compétences sur les usages, et qui, à mon avis, sont un domaine sur lequel on a vraiment notre mot à dire. Et puis l'autre élément intéressant, c'est qu'on parlait de 109 milliards, et la Commission européenne a décidé d'abonder les 150 milliards qui étaient engagés par ces acteurs-là sur le European Champions Initiative, de 50 milliards supplémentaires, ce qui fait qu'il y a eu une sorte de
promesse de don, si je puis dire, un peu comme le Comme Téléthon, Téléthon. 300 milliards en tout, ce qui est énorme. Bien sûr, tout ne sera pas investi, certaines choses sont comptées 2 fois, mais quand même, d'un point de vue symbolique, c'était quand même très important. Donc l'Europe peut réagir. Et la régulation, pour répondre à votre question, je pense on en a besoin d'une parce que avec la puissance de ces outils viennent, il y a des risques absolument énormes Oui, qui sont potentiels et on ne peut pas les ignorer. Donc il faut qu'on soit capable de déterminer un certain nombre de règles qui ne soient pas un frein pour l'innovation. Et de ce point de vue, il y a eu des pistes d'amélioration de l'IA Act pour le rendre, pour faire en sorte qu'il soit Pas trop contraint. pas trop contraint et vraiment centré sur les très très grands modèles de langage et laissant plus de liberté aux acteurs qui sont justement sur les applications et les usages. Alors on dit souvent qu'en France, notre grande force, c'est d'avoir des cerveaux, et que justement ces cerveaux sont souvent expatriés aux États-Unis parce qu'il y a plus de sous pour développer les techs. Et puis dans un même temps, les Chinois font DeepSeek et nous on fait Lucie, qui marche pas du tout, qui marche aléatoirement. Quelles sont nos forces et quelles sont nos faiblesses? Voilà, je pense qu'il faut tout de suite évacuer le sujet Lucie. Je pense qu'il y a un ensemble d'acteurs qui ont voulu profiter du sommet pour faire un peu de publicité. Ils ont lancé un outil qui n'était pas du tout prêt. Moi, ce que je regrette, c'est que l'État, finalement, y ait apporté une caution. Quand on lance un grand modèle de langage, la première chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie quand même qu'il y a des hallucinations de base qui existaient il y a 2 ans et qui ne sont pas non plus. Donc tout ça me paraît en fait non professionnel, donc oublions ça et je pense qu'il ne faut pas juger la capacité de la France en IA à l'aune de Lucie. C'est quand même un super mauvais signal. Oui, mais aujourd'hui on voit que par exemple autour de Mistral, il y a un ensemble d'applications qui ont été mises en œuvre, notamment avec France Travail, avec d'autres, et où finalement on voit que les utilisateurs disent c'est faux, ça me fait gagner beaucoup de temps, ça me fait gagner en productivité. Donc on voit que là il y a un certain nombre je pense qu'on va être capable de mobiliser nos cerveaux, nos entreprises. Après qu'il y ait des Français qui soient à l'étranger, je pense par exemple à une société absolument formidable dont on ne parle pas souvent assez, qui est Hugging Face, qui a été créé par des Français et qui, à mon avis, va être un acteur très important parce qu'ils se positionnent, eux, au-dessus des modèles de langage en permettant finalement d'être une sorte de place de marché pour pouvoir choisir la meilleure IA en fonction de ses besoins. Et je pense que c'est un positionnement très malin. Et voilà, donc ces Français-là, certains effectivement travaillaient par exemple chez FAIR, le laboratoire de recherche-développement de Meta. Ils ont appris beaucoup de choses et ils sont revenus et créent des startups maintenant en France. Il y a beaucoup de startups qui se créent autour de ce vivier de compétences qui avait été créé par les acteurs de la tech. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas être en autarcie, il faut accepter la mobilité des talents. Et il faut accepter aussi qu'on ait moins d'investissement que les Américains ou que les Chinois et peut-être adresser des marchés plus de niche. Alors, d'abord, aujourd'hui, les investissements qui ont été annoncés sont colossaux et correspondent à un modèle de développement qui sera peut-être remis en cause par des modèles plus légers, plus frugaux. Et je pense qu'on a un génie qui nous permet de pouvoir imaginer d'autres choses. Et aussi, peut-être, vous disiez sur d'autres, plutôt que des niches, je préfère dire anticiper le coup d'après. Et je vais vous donner un exemple, ce sont les agents IA autonomes, qui peuvent, à mon avis, révolutionner l'industrie du logiciel. Aujourd'hui, quand vous avez dans les entreprises des CRM, des logiciels SAP, choses comme ça, avec des écrans compliqués, on a tous souffert de ça. En fait, dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il y ait une base de données très importante d'un côté. De l'autre côté, une interface conversationnelle à laquelle je peux m'adresser en disant tiens, je voudrais connaître tous les clients tous les prospects qui ont l'intention d'achat à un horizon de 3 mois pour un panier moyen de temps. En fait, l'IA l'agent conversationnel va lancer des petits agents autonomes qui vont aller chercher les infos et me les redonner dans un langage naturel. Donc on voit qu'on a une opportunité de complètement disrupter l'industrie du logiciel. Et moi, là, c'est un domaine sur lequel nous, on est très bons, les Français, et je pense qu'on devrait aller à fond là-dessus. Et ça risque pas justement de réveiller cette peur que l'IA va faire perdre des emplois ? Alors effectivement, je parlais tout à l'heure des risques qui sont associés. L'intelligence artificielle va permettre de gagner en productivité, mais elle va affecter effectivement un certain nombre d'emplois. Alors, tout n'est pas négatif. On a un problème, comme vous le savez, en France, en Europe et dans beaucoup de pays développés, c'est ce choc démographique qui nous attend, puisqu'on va perdre chaque année plus de 2 millions de travailleurs en Europe actifs. Parce que les 15-64 ans diminuent, la tranche 15-64 ans diminue l'argent au profit de la tranche suivante. Et donc là, ça pose d'énormes problèmes. Et on pourrait
il y a une vision positive qu'il faut avoir de l'IA qui permettrait eh bien, de découpler croissance économique et croissance démographique. Parce que la décroissance démographique fait perdre du PIB, alors que si on arrive à recréer de la valeur et par l'intelligence artificielle, on pourrait découpler la capacité en force de travail de la croissance économique. Donc ça, c'est une vraie opportunité. À côté de ça, c'est vrai que ça pose des questions fondamentales, plus globalement sur la façon dont le travail va être réparti et sur le sens du travail à terme. Et c'est, à mon avis, un sujet sociétal sur lequel il serait intéressant d'avoir une vraie réflexion. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que, poussé par les Américains, on est plutôt dans une fuite en avant avec une dérégulation effrénée. Isabelle, l'état des lieux en région sud? Oui, l'état des lieux, alors on est en plein WAICF à Cannes, c'est un grand événement mondial, alors qu'on s'est fait un petit peu voler par Paris, mais on voit qu'ici on a des ambitions. Vous, avec votre regard un petit peu extérieur, bien que vous connaissiez bien notre région, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est vraiment une région d'IA? Moi, j'ai toujours pensé que, en tant que Parisien et Breton que je suis à l'origine, j'ai toujours pensé que la région niçoise, Sophia Antipolis, c'était vraiment potentiellement la Silicon Valley de l'Europe. Et j'ai toujours finalement regardé avec déception ce qui se passait en me disant on n'arrivait pas à compter ça. Bon, il y a des tas de raisons, vous connaissez certainement mieux que moi, mais je vois qu'il y a il y a un dynamisme économique qui existe, il y a des startups, il y a le projet, les plans sur l'intelligence artificielle. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est peut-être que sur tous ces milliards qui ont été annoncés, on soit capable, non pas on ne saupoudre pas, mais on décide de vraiment mettre le paquet à certains endroits. Je pense que c'est ce qui manque souvent aux décisions à la fois européennes et politiques. On l'a vu par exemple à l'époque avec les pôles de compétitivité, 94 pôles de compétitivité. Bon, évidemment, on saupoudre de l'argent et ça n'a aucun effet. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est arriver à affirmer une identité, un savoir-faire spécifique, peut-être dans la santé. Je sais qu'il y a pas mal d'acteurs dans ce domaine, ou d'autres. Essayer de trouver là, en l'occurrence, une niche, d'avoir vraiment une différenciation et de faire en sorte qu'il y ait des fonds conséquents qui soient mobilisés sur la région et peut-être ailleurs dans d'autres régions sur d'autres sujets. C'est ça qu'il faut plutôt que d'essayer de donner un peu à tout le monde. Là, on a l'impression un petit peu, excuse-moi Karine, mais on parle beaucoup de Saclay. On a toujours une espèce de rengaine qui fait que les investissements sont dirigés ou sur Paris ou effectivement sur des pôles de niche. Et nous, Sophia Antipolis, on a l'impression qu'on est plus connu à l'international que reconnu au national. Oui, ben là, je pense qu'il y a un vrai travail de lobbying à faire, de relations publiques sur Sophia Antipolis pour être peut-être plus identifié, et la région niçoise dans son ensemble, plus identifié. Mais là, je pense qu'il faut faire valoir des spécificités et puis essayer de mobiliser les acteurs par rapport à ça. Après, dans l'enveloppe 209 milliards d'euros qui a été annoncée par le président Macron d'investissement étranger pour l'IA en France, il y a quand même un projet du Suédois Evroc qui vient construire un méga data center ici à Mougins, ou encore Accenture qui prévoit d'investir, et plus largement sur la région sud, il y a pas mal de projets et pas mal d'argent qui vont être mis, qui sont des promesses d'investissement. Voilà, et ça, il va falloir le suivre. Evroc, c'est un très bon exemple. Après, il n'y a pas forcément le foncier disponible pour pouvoir faire les data centers, mais il y a, je pense, l'énergie entrepreneuriale, il y a des acteurs économiques. Bon, cette émission est un bon exemple du fait qu'on est capable de valoriser aussi les acteurs locaux, mais il y a certainement une liaison peut-être à améliorer, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne me suis pas penché en détail sur la question, mais améliorer dans la relation avec Paris. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel absolument énorme de faire de cette région un fer de lance sur certaines applications de l'IA. Agnès, une dernière question une question sur le côté énergie. Tout à fait. Je peux. L'IA très énergivore, on le sait. 35 data centers annoncés en création en France. Est-ce qu'on peut concilier course à l'IA et frugalité? En fait, la réponse est probablement non, parce que même si on a des modèles un peu plus frugaux, quand on pense qu'aujourd'hui, une requête ChatGPT, un petit dialogue, va consommer un demi-litre d'eau, mais alors qu'il y en a à un instant de raison des centaines de millions, voire des milliards dans le monde, et on va aller vers une course accélérée. Donc je pense que même si on avait une IA entre guillemets plus frugale, on occuperait très largement tous ces data centers. Maintenant, la question qui se pose, c'est que le président Macron a bien dit on a de l'énergie fiable, décarbonée, c'est formidable, mais aujourd'hui, même si on est un peu exportateur net,
si on rajoute si on rajoute plusieurs data centers et plusieurs gigawatts de consommation, on n'arrivera jamais à assurer, ou alors il faut développer des EPR, mais le temps de développement d'un EPR n'est pas tout à fait compatible avec les 5 à 7 ans d'horizon qu'on nous a donné. Donc je crains malheureusement, et notamment parce que les grands acteurs les plus dominants, vous savez, c'est cette citation de Winston qu'on a attribuée à plein de gens, et dont Winston Churchill, avec le grand pouvoir viennent les grandes responsabilités, et qui était très très reprise par les Américains dans la culture américaine, y compris dans Superman. Et ben en fait on se rend compte qu'on est très loin de ça, puisque là maintenant c'est une course effrénée à la domination sans se préoccuper des régulations et du réchauffement climatique. Donc voilà, malheureusement je pense on ne va pas améliorer les statistiques d'accroissement de la température moyenne de la planète avec ce qui se passe sur l'intelligence artificielle. C'est sur cette note un peu alarmiste que nous allons terminer cette interview. Merci à vous trois, merci Christophe Holnet. Vous restez avec nous et nous passons au journal de l'écho. Agnès, Isabelle, c'est à vous de jouer. Christophe, Holnet, vous n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Alors, mesdames, on joue en février, c'est un peu normal, on jongle entre le froid et un peu le chaud. Côté contexte économique. Oui, le bon indicateur du mois, c'est celui qui nous est fourni par les aéroports de la Côte d'Azur. Nice renoue avec ses records historiques de fréquentation. En 2024, l'aéroport a accueilli environ 15 millions de passagers, 14,8 millions pour être précis. C'est mieux qu'en 2023, mais c'est surtout beaucoup mieux qu'en 2019, qui était l'année de référence jusque-là, 14,5 millions de passagers accueillis. Alors l'explication, c'est un tourisme florissant, mais ce sont aussi les 112 destinations proposées vers 45 pays. Et la hausse des longs courriers vers les USA, le Canada, les pays du Golfe. Et en 2025, bonne nouvelle, on annonce encore davantage de ces longs courriers, notamment vers les USA. On va voyager. Agnès ? Notre bon indicateur, ce sont les 500 millions d'euros d'investissement sanctuarisés sur le budget de la métropole Nice-Côte d'Azur en 2025. Une annonce faite par Christian Estrosi devant tous les acteurs économiques du territoire et qui a été saluée par les entreprises qui ont dit que c'était un excellent signal à donner aux autres collectivités. Et on continue dans les investissements avec un fonds de tourisme Côte d'Azur qui annonce poursuivre sur sa lancée, toujours avec M Capital aux commandes. En 2021, il avait été doté de 45 millions d'euros et avait aidé à financer 31 projets axés tourisme durable. Alors on parle des hôtels, des restaurants, chambres d'hôtes ou camping, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2030. L'ensemble des partenaires se dit prêt à remettre le couvert avec la création d'un nouveau fonds fin 2025. Toujours pour parler d'infrastructure, après Maréterra, le nouveau quartier de 6 hectares qu'a bâti Monaco sur les eaux, Monaco va cette fois-ci pousser les murs du Grimaldi Forum pour les 25 ans du centre de congrès et de culture. 8000 m² de plus, Karine, bientôt pour ce centre qui accueille 300 000 visiteurs chaque année et qui génère 70 millions d'euros de retombées économiques. Alors malgré ces indicateurs plutôt ouverts, les chefs d'entreprise restent inquiets. On en a fini avec les bonnes nouvelles. Nous entrons dans une très forte accélération des difficultés, même pour les plus solides. L'oracle n'est pas optimiste. Il est signé Jean-Pierre Savarino, président de la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Ce qui l'inquiète particulièrement, c'est que ce sont désormais des grosses PME, voire des ETI, entreprises de taille intermédiaire, qui sont en souffrance. Et ça, par ricochet, eh bien, c'est très mauvais pour le territoire, les partenaires, les fournisseurs et les sous-traitants. Justement, qu'en pensent les syndicats patronaux, Agnès ? Pas mieux. On peut citer Pierre Ippolito, le président du MEDEF et de l'Union patronale pour les Alpes-Maritimes. Il a dit, je cite, « Nous avons besoin de stabilité et de visibilité, sinon nous fonçons droit vers la décroissance. » Décroissance, le mot est lâché, semble décrire une conjoncture qui s'annonce maussade pour 2025, avec à peine 0,8 points de croissance annoncés. Et on passe au sujet du mois qui, aux surprises, est l'intelligence artificielle. Oui, s'il y a un secteur qui garde la patate comme Agnès, c'est celui de l'intelligence artificielle, hormis le petit camouflet dont on parlait tout à l'heure, du WAICF qui s'est fait un petit peu voler la vedette par son concurrent parisien. Parmi les grandes annonces, on peut citer quand même une alliance entre 60 grands groupes, dont Thales, et pour nous c'est important ici, pour faire de l'Union européenne un leader en intelligence artificielle.
Pour ceux qui ont raté tout à l'heure l'interview, on va reparler des 109 milliards d'euros annoncés par Macron sur l'intelligence artificielle. Une petite partie va être captée ici à Mougins par la suédoise Hivroc avec la création d'un méga data center, 96 mégawatts, capacité 50 000 GPU. Autrement dit, un gros centre de stockage de données ultra sécurisé, et ce sera donc à Mougins. Opérationnel d'ici la fin de l'année. La fin de l'année 2025. Il y a une filière qui dénote un peu par son dynamisme, c'est celle de la culture. Oui, on s'y attendait pas forcément, mais parmi les lauréats France 2030, il y a un ovni, c'est Directprod, celle qui a monté et promu Piaf le spectacle. Je ne sais pas si vous avez vu Piaf le spectacle. C'est le plus gros succès francophone de tous les temps sur scène. 1 million de spectateurs déjà captés. Mais sous les planches, eh bien, il s'agit bien d'une entreprise, 39 salariés, 200 intermittents du spectacle affiliés, 500 événements promus et produits l'année dernière pour un chiffre d'affaires de 3,2 millions, donc 44% à l'export. C'est quand même une très belle performance. Bonne nouvelle pour la team de Gilles Marsalin qui vise les 4,5 millions pour 2025. La tournée Piaf le spectacle va s'arrêter pendant 3 mois en fin d'année à Broadway. Et ça, c'est quand même un petit événement pour une production niçoise. Et puis, c'est une bonne façon de mettre en lumière cette filière qui compte aussi sur notre échiquier économique. Et on passe à une rubrique qui devient récurrente, et c'est une bonne nouvelle puisqu'il s'agit des croissances externes. Alors en croissance externe, Karine, je peux parler de Cap Assurance qui a racheté 2 boîtes lyonnaises, Nils Expat et Bébé Courtage. La spécialiste niçoise donc du courtage en assurance internationale et ciblée expatriée plus spécifiquement va se doter de 2 nouveaux leviers pour négocier des conditions encore plus favorables avec ses partenaires assureurs. Idem, mais en 2 bandes pour Aluminor. Alors c'est une comptoise qui est positionnée sur le segment de la conception et la fabrication de luminaires d'intérieur. Elle avait déjà racheté un atelier dans la région bordelaise mi-2024. Elle continue son renforcement, cette fois-ci avec une acquisition dans la région lyonnaise qui va lui permettre de maîtriser la technique de conception et de fabrication des abat-jours et ainsi de proposer un catalogue de plus en plus made in France. Et puis ce n'est pas une croissance externe, mais une belle promesse de développement qui attend Touma, qui a fait de l'intelligence artificielle un traducteur tant sur les langues que sur les aspects culturels en général pour une meilleure compréhension et de meilleures synergies entre les entreprises. La Canoise a levé 1 million d'euros pour élargir son grand dictionnaire de data. Donc, merci à vous, mesdames, pour ce résumé très complet de l'actualité éco. Et on passe à la séquence en coulisses. Cette séquence en coulisses nous emmène à Saint-Césaire, une fois n'est pas coutume, chez le parfumeur Marcus Purway qui fête cette année ses 200 ans d'existence. L'entreprise développe ses propres parfums, qu'ils soient corporels ou d'ambiance, et aussi ses propres cosmétiques. Mais l'entreprise se démarque des autres par son mode de distribution qui est la vente à distance. Un reportage que Agnès vous avez réalisé avec Franck Fernandez à la vidéo. On regarde la vidéo. On fabrique l'intégralité de nos produits ici, chez nous, en interne. Notre particularité, c'est de proposer un parfumeur en vente à domicile. Ils vont vraiment avoir un conseil adapté et consacrer du temps à la cliente. La société Marcus Purway a été créée en 1825 à Cannes, premier parfumeur cannois. Monsieur Purway a eu la bonne idée d'importer des matières premières du monde entier et de les incorporer à ces mélanges. Et c'est à partir de ce moment-là que la société a pris son envol et a été portée par des artistes, mais aussi des célébrités. 2010, je décide de racheter cette pépite, une boutique à Cannes, et l'idée c'était de proposer un parfumeur en vente à domicile. Ça ne s'est jamais fait et c'était un pari osé. Nos 3 forces sont tout d'abord ces 200 ans d'histoire. La deuxième force, c'est qu'on fabrique l'intégralité de nos produits ici, chez nous, en interne. C'est-à-dire que ça part de la composition parfumée, le parfumeur qui va imaginer des formules. Mon métier, c'est parfumeur. Je crée toutes les odeurs de la maison Marcus Purway. Par exemple, pour une bougie qui doit sentir la fraise, je vais créer le parfum fraise qui va aller dans la bougie à la fraise de Marcus Purway. Puis la fabrication de cette formule
le mélange dans les différents supports, alcool pour le parfum, cire pour de la bougie, émulsion pour de la crème parfumée. Et la troisième force, évidemment, c'est notre modèle de distribution. On s'adresse uniquement à la vente à domicile, donc à des vendeurs à domicile indépendants qui vont, eux, diffuser nos produits à travers la France, à travers l'Europe. Nous sommes leaders dans la vente à domicile en tant que parfumeurs. Nos 3800 vendeuses vont chez les hôtesses. Qu'est-ce qu'une hôtesse? C'est une personne qui va ouvrir les portes de son domicile et plus particulièrement les portes de son salon. Et ce salon va se transformer soit en magasin de parfums, soit en bien-être. Nous avons ouvert le marché en France, en Belgique, en Outre-mer, le marché de l'Allemagne et du Portugal l'année dernière. Et nos ambitions sur 2025, c'est l'ouverture de la Suisse. Marcus Perrouet, ça représente aujourd'hui 16 millions de chiffres d'affaires. Nos ambitions pour 2025, c'est d'arriver à 19 millions de chiffres d'affaires, d'avoir le même rythme de nouvelles ambassadrices et nouveaux ambassadeurs, recruter 1000 personnes en plus et aller toujours à la conquête de nouveaux marchés. Le pari a été osé, une transformation de mode de distribution, de la boutique à la vente à domicile. Ce qu'on souhaite pour l'avenir, c'est continuer à innover, faire des produits extrêmement spécifiques qu'on maîtrise en interne, et c'est ce qui va faire, je pense, notre force. Marcus Perrouet, un bel exemple de vente à domicile que vous pourrez retrouver, un reportage que vous pourrez retrouver lundi dans le prochain numéro de l'Écho. On passe à la dernière partie de Territoire Éco, le pitch du mois, mais avant je veux remercier notre invité Christophe Holnet pour son expertise sur l'IA. Merci beaucoup Christophe. Merci de m'avoir accueilli. On passe donc au pitch du mois. Et on va reparler intelligence artificielle avec Charles Cohen, le cofondateur de la start-up niçoise Bodyguard, qui s'est fixé pour objectif de modérer en temps réel les contenus toxiques et indésirables sur les réseaux sociaux. Une solution qui s'adresse aux particuliers comme aux entreprises. Charles, bonjour, bienvenue. Et vous avez 90 secondes pour nous expliquer les fonctionnalités de Bodyguard. Super, merci beaucoup. Alors, on va parler de contenu haineux, de haine en ligne et de cyberharcèlement. C'est un sujet qui explose depuis maintenant de nombreuses années. Rien que sur l'année dernière, c'est 16% d'augmentation des contenus haineux d'année en année. C'est un drame qui a en fait un impact très problématique économique, à la fois pour les entreprises, personnelles, mentales pour les individus, et également de vraies problématiques démocratiques et sociétales, où on a une liberté d'expression qui est vraiment en danger à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que, en fait, chez Bodyguard, on développe des technologies qui vont récupérer, analyser et retirer les contenus haineux sur les réseaux sociaux. Ces technologies-là, on les met dans les espaces commentaires des réseaux sociaux de très grandes entreprises. On les met également directement dans des marketplaces, des jeux vidéo, des sites de rencontres, afin de protéger le plus de monde possible, entreprises et particuliers, des contenus haineux sur les réseaux sociaux. On fait ça avec le texte, on fait ça avec l'image, en plus de 45 langues. Et Bodyguard, c'est à peu près 2 à 3 milliards de contenus analysés par mois. C'est à peu près 2,5 milliards de personnes protégées également en temps réel des contenus haineux sur les réseaux sociaux. Et c'est une équipe de 40 personnes réparties entre Paris et Nice, 2 levées de fonds, autour des 16 millions d'euros. On travaille avec à peu près 80 grands comptes, 80 grandes entreprises, et voilà, on est ravis de les accompagner sur ces sujets-là. Et ce qui va arriver, ça va être la modération maintenant de la vidéo, de l'audio, ça va être de plus en plus de technologies de Generative AI, justement, dont on parlait, pour accompagner les entreprises sur leur sujet de compréhension, pour donner une voix à la communauté et comprendre quels sont leurs besoins. Parfait, merci Charles. Merci à vous. Une très très belle initiative que vous avez mis en place avec Bodyguard. C'est la fin de ce 21e numéro de Territoire Éco, une émission que vous pourrez voir et revoir sur les pages Facebook de Nice Matin, sur la chaîne YouTube, mais évidemment sur son site, nicematin.com, et sur le site de Tribune Côte d'Azur, tribuca.net. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Sophie Doncé et à Philippe Bertini à la réalisation de cette émission, à Chloé Vorgard à la conception de l'émission. Merci à vous, mesdames, Agnès et Isabelle, pour votre expertise économique, et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles actualités économiques. Merci, au revoir.